Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'ACFF Actu. Alors aujourd'hui le programme il est très chargé. On va tout d'abord se rendre à Tubize, vous faire visiter l'un des lieux stratégiques. Là on entrepose tous les équipements. On aura aussi Ouassem Belgassem comme invité, l'un des premiers footballeurs professionnels à avoir fait son coming out. Et puis on écoutera les bons conseils de Felice Mazou pour ou contre l'entraînement punitif. Mais tout d'abord, on se rend à Tubize. Il y a quelques semaines qu'on n'a plus été. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir vraiment un lieu très stratégique, là où tous les équipements sont entreposés. Alors, je vous donne quelques chiffres. Le tout premier, c'est 800, le nombre d'équipements qui sont utilisés chaque saison par toutes les équipes nationales. Et puis, lorsque les Diables Rouges jouent un match, c'est pas moins de 3 tonnes de matériel qui est à préparer. Et lorsque ces mêmes Diables se déplacent à une Coupe du Monde ou à un Euro, il faut préparer 15 tonnes de matériel. Sébastien Willem vous fait découvrir ce lieu. Alors bonjour et bienvenue dans les caves de la Fédération belge. Vous allez découvrir les endroits où on stocke nos équipements, où on lave nos équipements et où on range tout notre matériel. Venez, bienvenue. Voilà, alors vous voyez dans nos caves sécurisées, tout est absolument protégé et stocké. Vous avez tout notre stock Adidas, mais également les nouveaux bureaux de la Fédé. C'est l'équipement complet de la Fédération, tout notre matériel technique. Et comme vous allez le voir par la suite, on va aller voir les équipements de nos joueurs, les Diables, les Flames, les U21 et toutes nos équipes de jeunes. Et bienvenue dans nos stocks où nous rangeons tous les équipements de chaque équipe nationale. Vous avez vu actuellement les U19. Ici on a le staff qui prépare les prochains matchs pour nos U21. Ils ont chaque équipe à ses rayonnages, chaque équipe a son organisation. Ici vous avez le stock des Red Flames, elles sont actuellement en stage en Espagne. Et puis on va aller chez les Diables qui est la partie la plus grande puisque c'est là qu'il y a le plus d'équipements. C'est plusieurs tonnes de matériel à chaque match qui est transporté au stade. Je vous en prie, entrez. Donc vous rentrez ici dans l'endroit où sont équipés nos Diables. Vous voyez qu'on prépare les derniers maillots pour les prochains matchs. On prépare déjà un mois à l'avance tous les stocks d'équipements parce que c'est vraiment beaucoup de matériel. Et tout est rangé par taille, par couleur, par catégorie pour permettre aux gestionnaires de remplir les malles, de les envoyer par transporteur au prochain match où nous jouons en déplacement ou au Stade Roi-Baudouin quand nous jouons au Stade Roi-Baudouin. Une séquence Tubize que vous pouvez retrouver chaque semaine sur nos différents réseaux sociaux. Allez, place à l'invité du jour. Aujourd'hui, c'est Ouassem Belgassem qui est avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes un ancien footballeur professionnel, un ancien international tunisien, et vous avez sorti un bouquin sur l'homosexualité qui s'appelle Adieu ma honte. Alors, ma première question est, en Tunisie, l'homosexualité, elle est toujours punissable ? Oui, c'est ça. Donc, dans le droit pénal, c'est une peine d'emprisonnement de 3 ans si on est reconnu comme une personne ayant eu des rapports homosexuels. Et votre livre, il est aussi également interdit en Tunisie ? Alors, interdit, je sais pas, mais du coup, il peut pas être vendu du coup parce que pour certaines maisons d'édition tunisiennes, il peut être vu comme étant faisant un peu l'apologie de l'homosexualité, chose que je ne fais pas. Hein, je demande juste de l'acceptation et de la tolérance pour tout le monde. Mais du coup, non, il peut pas être vendu en Tunisie. On parle de la Tunisie, mais il n'y a pas qu'en Tunisie finalement que l'homosexualité, elle est condamnée, elle est punie. Ah ben clairement, après c'est dans le droit, je crois qu'il y a 70 pays dans lesquels être homo est répréhensible par la loi. Mais du coup, moi qui suis français et qui suis né à Aix-en-Provence, je peux vous dire que même si c'est pas puni dans la loi en France, ça reste extrêmement compliqué de concilier homosexualité et sport de haut niveau. On va un peu en revenir à vous. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour faire évoluer toutes ces choses ? Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est aussi des représentations. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, voilà, pour prendre une parole un peu publique et m'exprimer sur le sujet, parce que voilà, moi, je sais qu'en grandissant, j'aurais donné beaucoup en France pour pouvoir voir un footballeur me disant oui, on peut jouer au foot de manière professionnelle, être en équipe de France ou autre et être gay. Et donc, du coup, ensuite, voilà, donc j'ai publié ce livre et depuis, je fais énormément d'interventions dans des établissements scolaires, en entreprise, dans des clubs de foot, pour porter ce message un peu et essayer d'obtenir plus de tolérance et de bienveillance de la part de nos sociétés européennes. Qu'est-ce qu'il aurait finalement fallu mettre en place il y a 20 ans quand vous avez découvert votre homosexualité ?
Ouais, je pense qu'il aurait fallu. C'est tout un système qu'il faut changer. Pour moi, ça part des instances dirigeantes sportives, mais c'est aussi l'arrêt des chants homophobes dans les stades. Ça passe aussi par des prises de position claires de la part des joueurs phares de Ligue 1. Ça passe par des grandes campagnes de formation sur la lutte contre les discriminations dans les centres de formation, dans les clubs pro et amateurs. Et tout ça m'aurait grandement aidé, oui, à l'époque. Aujourd'hui, quand on est un jeune, qu'on joue au foot, qu'on est homosexuel, on peut vraiment avoir sa vie qui peut être détruite? Alors, sa vie détruite, je sais pas, mais en tout cas, son rêve de devenir footballeur peut clairement être détruit, comme le mien l'a été, parce que du coup, un jeune qui évolue dans le niveau d'homophobie actuel, il va faire face à tellement de challenges, tellement d'obstacles qu'un jeune hétéro ne fera pas face à ça. Parce que du coup, c'est tous les jours les insultes homophobes dans les stades, dans les vestiaires, les coachs qui s'expriment pas forcément avec diplomatie sur le sujet. Et du coup, ça devient très vite très compliqué. Qu'est-ce que finalement le jeune homosexuel il doit mettre en place quand il arrive dans le football? Il doit se protéger, il doit, au contraire, il doit faire son coming out directement, en parler, voilà. Moi, je pense que c'est la responsabilité, elle est inversée. Pour moi, elle devrait pas être sur les épaules du jeune. Le jeune n'a rien à faire. En théorie, il vient profiter de son sport. Moi, ce que je fais et tous mes combats sont que j'essaie de créer un environnement beaucoup plus bienveillant dans lequel le jeune, s'il a envie, pourra faire son coming out. Mais du coup, pour moi, c'est à l'environnement d'évoluer, c'est au système football d'évoluer. Ce ne sont pas aux jeunes ados qui aspirent à devenir joueurs pro de lutter contre tout un système. Vous le dites dans votre livre, mettre fin à l'homophobie dans le football, c'est qu'on est tout proche ou il va vraiment falloir énormément de temps pour y arriver? Non, mais il va falloir énormément de temps pour y arriver. Là, j'ai l'impression qu'on est... dans le football, on est aux prémices du combat et j'ai l'impression que plus je fais d'interventions, plus je vais au contact des gens et plus je vois à quel point les gens sont interpellés par ma parole et plus je me dis que oui, le chemin va être très long, mais tant mieux qu'on l'ait démarré. Hein. Plus c'est long, plus il faut démarrer tôt de toute façon. Allez, dernière question. Il y a un joueur professionnel qui joue toujours aujourd'hui, un Australien qui a fait son coming out. Ça va peut-être permettre d'aider à avancer? Clairement, ce que Josh Cavallo a fait est un acte de bravoure exceptionnel et je suis extrêmement content pour lui. Maintenant, si on reprend les choses dans leur contexte, il a fait son coming out en Australie. Culturellement, c'est très différent de nous en Europe où le football a une place prépondérante, la ferveur des fans, les supporters, etc. Je pense qu'on est des sociétés bien plus conservatrices ici et du coup, c'est génial ce qu'il a fait, mais j'espère qu'un joueur en Europe pourra vivre sa sexualité et son sport en toute tranquillité dans les prochaines années. C'est clairement l'objectif. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Alors je vous rappelle, vous avez sorti un bouquin qui s'appelle Adieu ma honte, qui parle justement de l'homosexualité dans le football. Lorsqu'on commence le football, on fait du festi-foot, donc du foot à 2 contre 2 ou à 3 contre 3. Alors en cette semaine de carnaval, du côté de Oui, on a voulu aller un petit peu plus loin. On a proposé aux enfants de tester du festi-foot en venant déguisés. Je vous laisse découvrir le sujet de Sébastien Willem. On avait envie de créer vraiment un grand festi-foot ludique et on a vraiment choisi cette date du carnaval parce que ça se prêtait bien. Donc comme vous pouvez voir, les enfants sont venus déguisés, ça faisait partie du marché. L'objectif, c'était vraiment de créer une belle fête entre tous les enfants et les formateurs et les éducateurs. Ce sont des petites rencontres, soit le matin en U6 à 2 contre 2, soit ici à 3 contre 3. Après, ils ont des petits défis, des petits challenges dans le respect des protocoles de la CFF. L'idée est venue de Mike de mettre en place, c'est moi qui coach les U13 ici au club avec 2 autres coachs qui sont présents ici aujourd'hui. Et donc c'était de rassembler mon équipe, mon groupe, pour encadrer le 2 contre 2 et en fait ils sont tellement bien plu au 2 contre 2 qu'ils ont voulu rester pour le 3 contre 3. Donc on les avait briefés il y a 2 semaines, 20 minutes après l'entraînement pour leur expliquer les différentes règles du 2 contre 2 et alors ils avaient mis ça en place aujourd'hui. Évidemment, c'est vraiment ce que nous on recherche, donc c'est d'aider l'enfant à se développer pour devenir l'adulte de demain.
Et ça, c'est très important pour nous. On veut qu'ils s'appliquent dans la vie du club, mais on veut aussi que les valeurs de respect que nous leur enseignons, ils soient capables de les véhiculer à l'extérieur également. Moi, j'ai jamais eu un encadrement comme ça de mon temps, quoi. Ouais, franchement, c'est assez impressionnant. Et de voir toute la pédagogie qui est déployée, enfin, je trouve à Fréthur, oui, je ne connais pas, mais en tout cas ici c'est un bel événement. Mais à Fréthur, je sais bien qu'ils sont forts là-dessus aussi, sur toute la pédagogie et la psychomotricité des enfants, quelque chose qui n'existait pas de notre temps. Et à mon avis, ça va faire des belles choses pour le futur, je pense. Ça leur fait extrêmement du bien et on le voit bien. Moi qui ai un enfant ici, l'évolution qu'il a au quotidien avec les entraînements et la vie de... Qui continue comme ça et qui continue avec des personnes de qualité, je sais qu'on en a dans notre club, je pense. Et franchement, c'est génial. Et les enfants, ça se ressent bien et surtout le familial, c'est le plus important, quoi. Je remercie aussi la CFF d'avoir envoyé des experts qui nous aident à faire en sorte que cette journée soit parfaite. Qui est tout au fond. Alors lui, il ne se déguise pas, c'est plutôt le couteau suisse de la Royale Union Sportive Sartoise. Alors Raymond, c'est notre bénévole de la semaine dans ce club de P1 luxembourgeoise du côté de Liernay. Voilà, je m'appelle Raymond Mathieu, je suis du village de Sarre depuis toujours. Je suis committard et bénévole pour le club à temps complet. J'aime bien le foot. On était dans une famille nombreuse et malheureusement j'étais le seul dans la famille qui aimait le football. Donc quand j'étais jeune, j'allais voir les matchs de Coupe d'Europe et tout ça, j'allais voir chez le voisin ça l'arrangeait bien parce que comme ça on était deux à regarder. Un homme qui était de l'âge de mon père, mais qui était aussi fan de foot. J'aime le jeu du ballon, quand il y a un peu des techniciens ou quoi, c'est toujours agréable à regarder. C'est des belles phases de jeu. Et puis le moment festif après match, c'est vrai que j'aime bien. On prend un verre ensemble et on discute, on refait le match comme toujours. Ça, je crois que c'est partout pareil. Ça. Quand j'étais jeune, j'étais enragé pour jouer, mais les parents n'ont jamais voulu. Ils ont eu peur parce qu'il y avait eu deux de mes copains de ce moment-là qui ont eu une jambe cassée tous les deux à 2 mois d'intervalle, je crois, si je me souviens bien, ça date déjà. Et donc ils avaient toujours peur qu'il arrive quelque chose. Mais moi, je me faufilais quand même le mercredi après-midi pour venir aux entraînements avec mes copains. Et je ne faisais que des entraînements, mais enfin j'avais quand même beau et j'en profitais un peu. Voilà. Je m'occupe des commandes de la buvette, les commandes pour le magasin, remplir les frigos, faire le service pour tous les matchs de petits le samedi. En été, il y a beaucoup de tonte, donc il faut tonter le terrain 2 fois par semaine au début de saison. Et puis une fois, les rouler quand il faut, tracer les terrains pour les matchs, que ce soit des premières, les équipes de jeunes et compagnie. Physiquement, moi j'ai des problèmes de dos, je ne sais pas forcer ou porter lourd ou quoi, ça c'est fini pour moi. Mais bon, les travaux que je fais, c'est léger, voilà, et c'est un passe-temps aussi. Ça passe la journée, voilà. Et puis comme je vous dis, quand on aime, j'aime le foot, donc je suis toujours partant. Raymond, un bénévole très savoureux à regarder. Allez, on passe à la séquence Felice Mazzu. Aujourd'hui, on va parler de l'entraînement punitif. Et vous allez le voir, le coach de l'Union Saint-Gilloise n'est pas vraiment pour, comme il explique à Michel Lecomte. L'entraînement du mardi est parti en sucette. C'était mon adjoint, j'étais pas là. Je fais quoi le jeudi ? Alors, première chose, c'est que je ne suis pas là. Donc, je suis responsable, quelle que soit la raison, du déroulement de l'entraînement quand l'entraîneur est absent. Et à partir de là, j'ai une discussion avec mon groupe parce que l'objectif, c'est de protéger mon adjoint. Et j'essaie de comprendre pourquoi l'entraînement n'a pas bien fonctionné. J'ai une discussion évidemment avec mon adjoint. Alors qu'il soit en tort ou pas, face à mon groupe, je me dois de le protéger, d'être en communion avec lui. Et à partir de là, on essaye de trouver la solution. Est-ce qu'il est vraiment fautif, lui, en tant qu'adjoint?
Est-ce que le groupe a profité de son statut, entre guillemets, d'entraîneur numéro 2? Donc, on essaie de trouver la solution avec de la communication et pas arriver le jeudi et rentrer dedans, dans le groupe, tout simplement être dans la punition. Jamais d'entraînement punitif? Si, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Dans quelles circonstances? Ça peut arriver à partir du moment où un groupe a manqué de respect. En ce qui me concerne, un entraînement punitif ne sert à rien après une défaite, par exemple, parce que je sais qu'il y a pas mal d'entraîneurs qui aiment faire cet entraînement punitif après une défaite. Il n'y a pas de construction finalement dans un entraînement punitif s'il n'y a aucune raison derrière qui le demande. Alors si votre équipe perd ce dimanche, vous savez ce qu'il vous reste à faire, pas d'entraînement punitif la semaine prochaine. Allez, place à l'actualité dans vos clubs. Vous le savez, on vous en avait parlé lors des inondations. Le Panathlon, l'organisation qui défend le fair play dans le sport, avait lancé une grande opération Solidar Sport. Cette opération, elle constituait à distribuer du matériel dans divers clubs de sport. Alors la CFF est heureuse d'avoir contribué à la réussite d'une telle initiative qui était en partenariat avec les arbitres de la Pro League et avec le RDC Cointe. Alors 2 dates aussi sont à retenir, le 7 et le 10 mars. La CFF organise des formations multi-compétences pour le football. Alors le 7, ça se passe au Léopold à Uccle et le 10, ça se passe à Herve. Et puis, toute dernière date aussi à retenir pour le foot études élite, le 9 mars. Il y aura lieu les premiers tests du côté de Liège et de Charleroi. Les inscriptions sont déjà clôturées. Allez, place à la dernière actualité dans vos clubs. Vous savez, on aime bien mettre à l'honneur différents buts du week-end. Je vous laisse découvrir les 3 buts sélectionnés cette semaine. On fait lourd de frappe. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like a takeout. Une séquence but en collaboration avec l'émission La Tribune de la RTBF. Et puis n'hésitez pas à aller voter pour le but que vous avez préféré. Nous, celui qu'on a préféré il y a 2 semaines, c'est celui d'Aliesio, joueur en U9 à Oudergem. Allez, on termine l'émission avec l'habituel sobriquet. Aujourd'hui, on parle des Lions de Binche. Alors oui, choisir Gilles de Binche, ça aurait été trop facile pour eux. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont choisi le terme de Lion? Tout simplement, en 2019, le club a pris l'ancien matricule de l'entente binchoise. Ils ont préféré montrer les griffes sur le terrain plutôt que de lancer des oranges. Alors c'est vers le drapeau de la ville où on peut voir un lion que vient le nom du club. Un lion qui est aussi la marque de fabrique de l'équipe sur le terrain. Force, témérité, fierté et courage, c'est vraiment le lion qu'on retrouve sur le terrain et qu'on retrouve aussi en dehors avec la mascotte Léo. Puis toutes ces valeurs, ça se retrouve dans la devise du club, fort comme un lion, allez l'union. D'ailleurs, une force qui est bien vive à présent parce que Binche est actuellement 3e en D3A ACFF à 6 points des premiers Namur, mais avec un match de moins. En tout cas, on leur souhaite une excellente fin de saison. Allez, sur ces images, moi j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.